Bon, c'est à mon tour de vous dire bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous voir, vraiment. Et je remercie Stéphane de m'avoir invité pour cette matinée. Vous savez, tous les matins, quand je me lève, je me dis je vais passer une très bonne journée. Une très bonne journée. À chaque fois, je me lève, je me dis ça. Pourquoi? Parce que j'avais remarqué qu'en fait, souvent à l'avance, on se lève et on sait à peu près ce qu'on va faire dans la journée. On sait qu'on va aller au boulot, qu'on va faire ci, qu'on va devoir s'occuper des enfants ou autre. On sait déjà ce qu'on va faire, même sur la semaine des fois. Et des fois, quand on se dit que, bof, on sait à peu près ce qu'on va faire et qu'on s'ennuie peut-être dans ce qu'on fait, eh bien, le matin, on se lève, mais on se force un peu. Donc, l'idée, c'est de se dire, ben, je vais essayer de voir tout le côté positif de la vie, je vais essayer de voir ce qui va se passer, je vais être très attentif, peut-être qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans ma vie aujourd'hui. Voilà. Et on pourrait faire ça tous aujourd'hui, là on pourrait se dire qu'on va passer une très très bonne journée, aujourd'hui tous ensemble, et en fait c'est nous qui décidons. Voilà, on ne laisse pas le passé décider pour nous, de dire que bon, ça va être une conférence comme une autre. Non, on va se dire que ça va être une super conférence, que je vais sortir de là beaucoup mieux que je n'y suis rentré. Et que ça va être vraiment chouette. Vous voyez, il suffit de se programmer, de se dire ça, pour que ça arrive. Ça vous dit? Vous êtes d'accord? Bon. Alors là, vous avez fait une petite erreur en venant, vous aurez dû prendre des pom-corns, comme ça vous aurez une excuse pour enlever le masque. Il fallait y penser. Alors, plutôt que de vous dire ce que je fais, je vais vous dire qui je suis. Parce que c'est complètement lié au sujet de être bien là pour l'autre. Hein? Être bien là, ça veut dire, on peut se poser la question, mais pourquoi je n'y suis pas? Pourquoi je ne suis pas là? Hein? Parce que souvent on n'est pas là. Et donc je vais vous raconter un petit peu certains détails de ma vie pour vous expliquer comment moi, petit à petit, j'ai essayé d'être de plus en plus là avec les autres. Mais ça a pris du temps. Donc je ne sais pas si vous savez, mais tous les enfants naissent empathes. Empathes, ça veut dire qu'ils sont capables de capter les émotions de leur environnement, de leurs sentiments avec beaucoup d'intensité. Et comme en général on est dans un environnement qui n'est pas vraiment très favorable à l'harmonie et à la gaieté, eh bien en fait les enfants petit à petit ils ferment cette capacité qu'ils ont pour devenir, on va dire, trouver une normalité acceptable. Et heureusement ou malheureusement, certains ne le font pas. Et ces enfants-là, plus tard, on va les appeler des hypersensibles, des HPE, on va les appeler des enfants indigos, des zèbres. On va leur donner plein de noms. Et ils sont définis par une hypersensibilité qui fait que, en fait, ils captent beaucoup ce qu'il y a autour d'eux. Ils captent les gens, les émotions. Et faisant partie de ces gens-là, certains de vous le sont, donc en fait, vous savez que c'est pas facile à vivre. Et on a toujours l'impression d'être dans un asile de fous. Hein, parce qu'on voit les névroses, les psychoses des gens, on les sent, et en fait, on absorbe aussi beaucoup les émotions. Donc c'est pas facile de vivre dans cet environnement-là. Et donc la majorité des hypersensibles, qu'est-ce qu'ils font? Ils se planquent. Ils se trouvent un endroit tranquille pour être vraiment bien, voilà, qu'on ne les embête pas, avec les animaux, avec la forêt. D'autres, en fait, s'adaptent, essaient de s'adapter. C'est difficile pour eux, mais ils y arrivent quand même à s'adapter. Et d'autres, en fait, veulent transformer l'environnement dans lequel ils sont. On les appelle les sauveurs. Et moi, j'étais un super sauveur. Vous voyez? Et c'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours, quand on est sauveur, on le fait toujours dans une bonne volonté. Vraiment, c'est vraiment parce qu'on a envie de changer les choses pour que vraiment on soit dans un paradis sur Terre. Et on peut se mettre des objectifs très très élevés.
Et moi, j'avais des objectifs très, très, très hauts. J'étais très optimiste ou très arrogant à l'époque. Et ces objectifs ont fait que je me suis beaucoup intéressé à l'être humain, comment il fonctionnait, pourquoi il était aussi en souffrance, et d'où venait tout ça en fait. Et dans ce chemin-là, eh bien, j'ai rencontré beaucoup de choses. J'allais voir d'abord dans le milieu spirituel, rencontrer des maîtres, soi-disant, qui connaissaient le bonheur. Je me suis après intéressé à la psychologie, à la philosophie, à beaucoup de choses qui pouvaient me donner des réponses à la souffrance que je pouvais ressentir chez les gens et qui, moi, me perturbaient. Et donc c'est comme ça que petit à petit, je me suis, au début je faisais ça par passion, et puis petit à petit je suis devenu un professionnel là-dedans, et je me suis mis à écrire des bouquins, à faire des conférences, et ainsi de suite. Et me voici devant vous. Donc parcours normal, quelque part, de quelqu'un qui veut changer les choses et qui veut essayer de modifier, de faire avancer l'harmonie sur Terre. Mais il s'est passé quelque chose dans ma vie, à un moment donné, et j'avais à peu près 30 ans, on va dire. C'était lors d'un voyage en Inde, et j'étais parti aider une association humanitaire, qui s'occupait des enfants abandonnés en Inde, qui étaient dans la rue, qui étaient prostitués, et ils essayaient de leur fournir de la nourriture, de l'éducation. Et c'était géré par une femme qui faisait ça vraiment d'une manière admirable. Vraiment, j'étais en admiration de cette femme qui se donnait totalement à ce qu'elle faisait. Elle avait une centaine, voire 200 enfants, hein. C'était énorme. Et un jour, je l'ai vue, elle avait toujours auprès d'elle une adolescente de 14 ans et un enfant de 8 ans à peu près. Et elle les surveillait comme le feu, et le soir, elle les enfermait dans une pièce. Et je me demandais vraiment pourquoi elle faisait ça par rapport aux autres, qu'est-ce qui se passait. Et un jour, j'ai discuté avec elle, et elle me dit, tu vois, ces enfants-là, je les ai récupérés dans des endroits, enfin, c'était des bordels en fait, et si jamais je perds un œil sur eux, ils s'en vont et ils vont trouver un adulte pour faire ce qu'ils ont à faire. Ils sont vraiment, c'est plus fort qu'eux. Donc je suis obligé de les surveiller, de les enfermer même, jusqu'à ce qu'ils se déconditionnent petit à petit. Et moi, quand j'ai vu ça, la première action que j'ai eue, j'ai dit, mais comment elle fait? Mais comment elle fait? Comment elle fait pour avoir... ce sont des cas totalement désespérés pour moi. Je veux dire, déjà, entre parenthèses, normaux, on a beaucoup de problèmes, mais là, c'était énorme. Vous voyez, c'était énorme. Et je lui ai partagé mon étonnement, et elle me dit, tu sais, je ne pense pas qu'on soit sur Terre pour éradiquer la souffrance. On ne peut pas. Parce que, en fait, la souffrance, chaque personne la crée. Chaque personne crée sa propre souffrance, et qu'on ne peut pas obliger les gens à ne pas la créer. Et donc, voilà, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le monde extérieur et la résonance de comment on se voit nous à l'intérieur, comment on voit le monde, comment on est en fait, hein, collectivement. Et donc on ne peut pas modifier ça. Par contre, je ne pense pas qu'on est sur Terre pour ça, par contre, je pense qu'on est sur Terre pour apprendre à aimer. Voilà. Et toujours aimer davantage. Et c'est pas facile d'aimer, parce qu'il faut sortir du jugement et tout ça, mais je pense que c'est vraiment la vraie raison pour laquelle on est là. Bon. Elle me dit ça, ça me touche bien sûr, et puis je vais réfléchir, et je me rends compte que dans ma vie, j'avais pas beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que j'avais un objectif, j'avais un but. Chaque fois que je voyais quelqu'un, en fait, je me rendais compte que j'utilisais cette personne pour obtenir ce but, pour aller vers ce but. C'est-à-dire que j'attendais cette personne qu'elle évolue, qu'elle soit plus aimante, qu'elle comprenne, qu'elle arrête d'agir d'une certaine manière. En fait, j'attendais des choses d'elle. Donc, je n'étais pas avec elle. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que souvent, nous qui sommes dans l'aide aux autres, en fait, on n'est pas vraiment avec les autres parce qu'on attend quelque chose d'eux. Et en plus, on nous demande, c'est-à-dire notre administration nous demande des résultats, nous demande de faire plein de choses par rapport à ces personnes-là. On n'a pas le temps, on est pressé, on a plein de gens à s'occuper, donc on ne peut pas, c'est difficile être avec eux. Et être avec eux, ça veut dire les accepter tels qu'ils sont, ne pas les juger. Et
être juste un exemple de quelqu'un, d'être en paix avec soi-même et de montrer que le bonheur c'est possible. Voilà. Et ça suffit. Il n'y a obligé personne et chacun avance sur son chemin. Et donc je me suis dit, waouh, en fait, en tant que sauveur, en fait, tu as négligé tes amis, tu as négligé ta famille, tu as négligé plein de gens, et des gens qui t'aiment, et en fait, tu es passé à côté pour ton objectif. Et donc ça a changé totalement ma manière de voir les autres et le monde, et ça m'a fait un bien fou, vraiment, parce que en fait, je ne courais plus, en fait. Je ne courais plus. Et c'est comme ça que j'ai appris à vivre dans l'instant présent. C'est-à-dire, à chaque fois que quelque chose se présente, en fait, c'est tout le temps un cadeau. Voilà. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais là, on est en train de se faire un cadeau. Et on ne projette pas dans le futur qu'il va y avoir quelque chose après, qu'on va rentrer chez nous, qu'on va manger, qu'on va faire ci. Non. Ok, à chaque instant, on profite pleinement de ce qui se présente à nous. Et c'est ça, vivre l'instant présent, c'est ça, être bien avec soi-même. Et quand vous êtes bien avec vous-même, en fait, les autres le ressentent. Vous voyez, là, peut-être vous pouvez ressentir certaines choses à l'intérieur de vous, parce que moi, je me positionne dans l'instant présent. Et c'est ça qui transforme, en fait. Parce que quand vous êtes dans cet état d'authenticité totale, les autres disent, tiens, c'est bizarre ce qui se passe. Je ne vois pas beaucoup ça, en fait. Je vois que beaucoup de gens font semblant, ont des masques, mais ils sont pas vraiment là, quoi. Et donc, ça vous invite, vous, à le devenir davantage. Parce que vous dites, ça a l'air chouette. Donc, je vais vous inviter à une petite expérience. Il y a deux manières d'arriver à ça, deux approches, on va dire. Une approche américaine et une approche égyptienne. L'approche américaine, alors je vous invite à participer, hein, jouez le jeu, vous allez voir, c'est sympa. Vous pouvez fermer les yeux si vous le sentez. D'abord, essayez de voir si vous êtes bien avec votre corps, si vous faites plaisir à votre corps, si vous n'êtes pas tendu, si vous n'avez pas les épaules. Voilà. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Est-ce que vous êtes concentré ou est-ce que vous faites plusieurs choses en même temps? Est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute de ma voix? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Voilà. Et petit à petit, vous essayez de faire le calme tranquillement à l'intérieur de vous. D'écouter votre respiration, par exemple. Tiens, comment est ma respiration? Comment est mon corps? Est-ce qu'il est tendu, fluide? Est-ce que j'ai l'impression de respirer d'une manière agréable, fluide, ou est-ce que c'est serré? Et si c'est serré, ben je modifie, j'essaie de modifier la chose. Et dans cet état de légèreté, de tranquillité, hein, l'état sophrologique par exemple, on pourrait appeler ça comme ça, je vais penser à moi dans un futur lointain, par exemple, un moi parfait. C'est-à-dire qui j'aimerais être, qui je me suis, vraiment si j'arrivais au bout de mon évolution, qui je serais en fait. Qui je serais, comment je serais, intérieurement. Comment je me sentirais. Et quand on arrive au bout de son évolution, en général, il se passe quelque chose d'étonnant, c'est que il n'y a plus rien après. On est arrivé, on ne peut pas aller plus loin. On est arrivé au plus haut niveau. Et donc, ça pose, vraiment. Ça pose. Et là, on sent que, waouh, chouette, on y est arrivé, on est magnifique. On a une confiance en soi, waouh, de ouf. On peut tout faire. On a un amour de soi énorme. On est en paix, puisqu'en fait, on n'a plus rien à prouver, on n'a plus rien à atteindre, on est en paix. Voilà. Et c'est super agréable de vivre ça, parce que là, on commence à devenir super disponible pour l'autre. Puisqu'on a du temps, on va le donner, sans rien attendre. C'est du temps en plus. On a de l'énergie en plus, on va la donner. Il n'y en a pas besoin. On a des idées qui nous viennent, on va les partager.
Et tout est gratuit en fait. On ne fait pas les choses pour obtenir quelque chose, c'est gratuit. Voilà. Et quand on fait ça, et qu'on est dans cet état-là, waouh, l'autre le ressent en face. Et c'est ça qui le transforme, comme je disais tout à l'heure. Il se sent vraiment reconnu, accepté totalement. Pourquoi? Parce que le plus grand problème qu'on a tous, c'est qu'en fait, on a beaucoup de mal à s'aimer. Voilà. On vit dans une civilisation qui a beaucoup de mal à s'aimer. On aime à condition que. Voilà, à condition que. Et on verra ça, tous les conditionnements, plus tard avec l'énéagramme, donc je vous parlerai, qui montre tous les conditionnements qu'on peut avoir. Mais là, en fait, voilà, juste... on a plus de, voilà, là, on sent que la personne, elle nous reconnaît tel que nous sommes, elle nous accepte tel que nous sommes, elle n'attend rien de nous. Waouh, qu'est-ce que je me sens libre là-dedans. Qu'est-ce que c'est chouette. Ok, ça n'empêche pas de faire son boulot, d'essayer d'obtenir des résultats, de dire voilà, il faudrait que vous fassiez ci, il faudrait que vous fassiez ça, mais tranquille. Voilà, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Ça se fait ou ça se fait pas. Ça ne nous appartient pas. On ne contrôle rien. On ne contrôle rien parce que dès qu'on cherche à contrôler, c'est qu'on n'y est pas en fait. Voilà. Il faut faire confiance à la personne. Parce que quand on regarde une personne comme ça, on lui dit mais t'es capable. Tu peux y arriver, je te vois, tu peux le faire. C'est pas moi qui vais te dire quoi faire. Non, tu vas trouver l'idée. Je vais peut-être t'aider un peu à réfléchir, mais tu vas trouver l'idée. Tu sais toi ce qui est le meilleur pour toi. Tu le sais. Donc tu n'as pas demandé à qui que ce soit. Et donc comme ça, vous retrouvez votre propre autorité, et à partir de ce moment-là, c'est génial, quoi. Donc quand on a des jeunes souvent qui en difficulté, il y en a beaucoup qui sont en difficulté, surtout en ce moment, et ce qui se passe est très dur pour eux. Et qu'on les accueille, ces jeunes-là, si déjà on les aime, voilà, sans rien leur demander, on les aime, ben ça va leur faire du bien, parce que vraiment, c'est dur. Voilà. Après, le résultat, ça ne vous appartient pas. C'est un jeu à deux. Même à trois, il faut administration, ça ne vous appartient pas. Mais déjà, vous êtes positionné dans un état parfait. C'est un état, en fait, donc vous avez vu, vous pouvez le toucher, en fait, si vous y concentrez dessus, vous pouvez y être dedans. C'est génial, en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre des milliers d'années, des dizaines d'années, on y est déjà. Il suffit juste de se concentrer dessus. On est déjà parfait. Tout va bien. Et vous verrez que tous les défauts qu'on a viennent de la croyance qu'on est imparfait. Absolument tous les défauts viennent de là. On croit qu'on est imparfait. Changez la croyance. On est parfait. Alors ceux qui ont une vision plutôt spirituelle de la vie, qui croient en l'âme par exemple, bien pour eux c'est plus facile à croire parce que l'âme est immortelle, donc, et l'âme est dans la lumière, donc à partir de là, on est déjà parfait. C'est juste le corps qui, lui, a beaucoup de choses, on peut le travailler ce corps, mais heureusement qu'on peut le travailler, sinon ça ne servira à rien si c'était parfait. Donc il faut qu'on ait du boulot un petit peu. Dans notre esprit, notre corps, il faut un peu les travailler, on est là pour ça. Mais on sait que notre âme, c'est tranquille. On est déjà parfait. Voilà. Ceux qui ne croient pas à ça, ce qu'on appelle les matérialistes, c'est plus difficile parce que à croire à ça parce que on est dans un corps et on croit que c'est fini après. Donc c'est un peu compliqué. On voit bien que notre corps n'est pas parfait. Vous voyez, donc c'est un peu difficile à croire. Donc pour cela, il y a une autre méthode qui est sympa. C'est la méthode égyptienne. Ça fait un peu plus peur, mais c'est pas mal. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la civilisation égyptienne, mais ce que je peux vous dire rapidement d'eux, c'est que c'est des gens qui vivaient constamment avec la mort. C'est-à-dire que pour eux, la mort n'était qu'un passage et que ça ne leur faisait pas peur, mais ils utilisaient la mort pour mieux vivre. C'est-à-dire qu'ils se disaient régulièrement qu'en fait, ce qu'ils vivaient pouvait être la dernière fois qu'ils le vivaient en fait. C'est-à-dire, voilà, je rencontre quelqu'un et je peux me faire écraser en sortant. Enfin, je ne se faisait pas écraser à l'époque parce qu'il n'y avait pas de voiture. Mais vous avez compris l'idée. Et il peut m'arriver, je peux mourir à chaque instant, on ne sait pas. Il peut y avoir une guerre, n'importe quoi. Est-ce que là, dans l'instant, je profite à fond de ma vie? Est-ce que je suis à fond là-dedans?
Et souvent la question c'était non en fait, parce que j'ai l'idée d'un prolongement, que je pourrais régler les choses plus tard, et que en fait je laisse traîner. Donc eux, en se disant tout le temps, est-ce que par exemple chaque nuit avant de s'endormir, est-ce que vraiment là je peux mourir, je peux partir et c'est ok? Eh ben, elle disait non, parce qu'en fait il y a ça que j'ai pas fait, je l'avais mis de côté, il y a ce rêve que j'ai pas réalisé, j'ai dit quelque chose à mon copain là, et puis je le regrette, il faut que j'aille lui demander pardon. J'attends aussi quelques pardons aussi, il y a des trucs qu'il faut que j'écrive, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça, pour que si je pars, vraiment, je sois en paix et je me suis éclaté sur Terre. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode. Et donc, il faisait ça constamment en fait, il pensait à ça constamment. Donc, il se demandait par exemple là, s'il me reste 5 minutes à vivre, qu'est-ce que je fais? Imaginez, il vous reste 5 minutes à vivre et vous n'avez pas de portable. D'accord? Vous ne pouvez pas appeler pour dire moi chérie, je vais mourir. Non. Il vous reste 5 minutes à vivre. Qu'est-ce que vous faites? Mettez-vous dans l'état. Ça ne va pas vous arriver, ne vous inquiétez pas, mais imaginez. Vous avez 5 minutes, il vous reste 5 minutes en fait, c'est vos 5 dernières minutes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Il y en a qui vont peut-être voir leur vie défiler devant eux. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est plus attentif aux sensations corporelles. Comme si on respirait, on absorbait la vie, vraiment plein poumon. Voilà. C'est la dernière fois que je respire, c'est la dernière fois que je sens mon corps, c'est la dernière fois que je... Voilà. Est-ce que... Waouh, tiens, ça a plus de saveur que d'habitude. J'ai plus de plaisir à sentir mon corps, par exemple. Oui. Et je peux sentir ce qu'on appelle le corps intérieur. Parce qu'on a un corps extérieur, celui qu'on voit, et le corps intérieur, c'est le corps d'énergie. On peut le sentir davantage. On peut sentir, par exemple, que dans sa main, il y a... Tiens, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment matériel, autre chose. Et on appelle ça le corps d'énergie ou le corps éthérique. On peut le sentir, en fait. En s'entraînant, ça peut rentrer très vite. Et c'est la vie. C'est la vie elle-même qui habite votre corps. Et vous pouvez la sentir. Il faut déployer ces perceptions. Et là, c'est super intéressant. Donc, une fois que vous avez travaillé là-dessus, waouh, vous sentez davantage la vie partout autour de vous. Vous montez votre niveau de fréquence, comme on dit. C'est génial. Donc, les Égyptiens étaient des êtres très éveillés, très vivants, en fait, parce qu'ils augmentaient. Donc, vous pourrez le faire chez vous tranquillement, au quotidien, vous verrez, c'est une très bonne méthode. Moi, je l'ai fait pendant une année entière, constamment, c'est comme un mantra. Et si tu m'as enseigné, qu'est-ce qui se passe? Et chaque fois, ça me remettait, tac. En fait, je ne suis pas à fond, Ok, rêve, sois à fond, vas-y. Le seul fait de voir que vous n'êtes pas à fond, vous le devenez. Vous devenez intense. Vous parlez avec quelqu'un, est-ce que je suis là, est-ce que je ne suis pas là, est-ce que si je meurs demain, je dis que cette personne, qu'est-ce que je lui dis, comment je fonctionne avec elle. Vous allez voir qu'automatiquement, c'est l'amour qui vient, automatiquement. Et voilà, ce sont deux méthodes très intéressantes pour vivre à l'instant présent. Il y en a d'autres. Mais ça, vous pouvez appliquer tout le temps, en fait. Au quotidien, dans votre tête, personne ne vous voit rien. On le sent, c'est tout. Alors, la deuxième chose pour moi, pour être bien avec soi, c'est faire ce qu'on doit faire. Être à sa place, comme on dit. Souvent, on sent qu'on est à notre place, mais des fois que l'environnement n'est pas à sa place. C'est-à-dire qu'on fait le métier qu'on aime, mais en fait, la pression qu'on subit, la manière dont on nous oblige à le faire ne nous convient pas. Et des fois, on quitte son boulot à cause de ça. Donc, on essaie de refaire ce qu'on aime faire, mais d'une autre manière, dans d'autres conditions. Et c'est très bien. Parce que vous avez remarqué qu'on est rentré dans une civilisation où on presse tout le monde.
Et donc, il y a des gens qui pourraient être bien dans leur métier, qui n'y sont pas parce que on vous presse, en fait, comme des citrons. Hein. C'est une manière de vous stresser. Il y a une raison à ça. Je ne vais pas rentrer dedans. C'est juste d'observer que, en fait, j'aime mon boulot, mais pas dans les conditions dans lesquelles on me le fait faire. Donc peut-être qu'ailleurs, il y a d'autres conditions plus sympas. J'arrête de me laisser faire parce que là, ça ne va pas. Sinon, je vais faire un burn-out. Voilà. Et souvent, c'est ce qui arrive. Parce qu'on ne s'écoute pas, et puis après, on pousse, et on fait un burn-out. C'est la maladie des burn-out à ce moment. D'accord? Et donc, être à sa place, trouver sa place, mais déjà trouver sa place. Dans quoi, vraiment, quel est mon super pouvoir? Dans quoi je suis vraiment top? Et c'est là-dedans que c'est ce que j'ai à offrir au monde. Voilà, ce qui fait que je suis unique. On est tous uniques, on a tous quelque chose de vraiment très particulier qui fait qu'on est nous et qu'on a à offrir aux autres. Voilà, il faut en profiter. Et donc il faut trouver comment. Donc il y a un outil qui s'appelle l'Enneagramme, qui est un outil très ancien. Très ancien, alors je ne sais pas, l'origine. Ouais, alors les origines. Alors voilà ce qu'on va faire. Oui, je fais les choses comme il faut, j'essaye. Donc voilà un petit peu ce dont on va parler tout à l'heure. Vous allez voir, c'est passionnant. En général, soit on déteste les diagrammes, soit on adore. Parce que c'est un outil incroyable. Moi, j'ai découvert ça dans mes recherches et j'étais scotché de cet outil qui est simple et en même temps d'une pertinence, un truc de ouf. C'est comme si on avait répertorié tous les comportements des êtres humains, on les avait classifiés, et ça sur tous les niveaux de conscience. C'est énorme, c'est-à-dire que et c'est là qu'on a vu qu'on était très conditionnés. Donc on a répertorié les gens en 9 familles à la base. Et chaque famille est en relation avec d'autres familles. Donc on va voir ça, mais je ne vais pas aller trop vite. Ah oui, c'est moi ça. Tiens, c'est moi. Alors ça vous dit quoi? J'accompagne les gens. J'accompagne les gens à être plus à l'écoute d'eux-mêmes, à développer leur intériorité en fait. Voilà, et de se percevoir, d'aller vers une... Je ne trouve pas le mot, excusez-moi. D'aller vers une autonomie intérieure. Voilà, une autonomie intérieure. Et c'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, je fais un peu de tout, de l'hypnose, un peu de tout, de la méditation, du coaching, enfin, beaucoup de choses, de nutrition. Mais j'adore les diagrammes, je commence toujours par ça quand je vois quelqu'un, parce qu'on va très vite avec ça. Ça fait gagner un temps fou. Alors, donc c'est beaucoup enseigné en Amérique, au Japon, en Australie, en Europe, Suède, Angleterre, Allemagne. En France, ça met du temps. En France, on est souvent les derniers là-dedans. Pourtant, on devrait enseigner ça à l'école, tellement c'est top. Et ça ferait gagner un temps fou. Je vous promets que vous bosseriez beaucoup moins. Ça, c'est clair. Les conditions seraient vraiment très agréables. Alors, il s'installe en France depuis 20 ans, origine lointaine et peu précise, avant Jésus-Christ, par le Pythagore, les frères du désert, la Kabbale. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a à peu près 2 connaissances sur Terre. Il y a une connaissance qu'on appelle exotérique et une connaissance ésotérique. Connaissance exotérique, c'est ce qu'on vous apprend à l'école. Ce sont les mathématiques, la géométrie, tout ça, qui sont une connaissance coupée de leur origine, coupée du sens en fait. C'est pour être pratique. C'est l'aspect pragmatique des sciences. Et vous avez l'aspect ésotérique, qui est l'aspect profond, connecté au sens. Vous avez les mathématiques sacrées, vous avez la géométrie sacrée, vous avez tout. Et c'est très intéressant pour comprendre en fait ce qu'on nous apprend à l'école, parce que là, ça vous donne un sens et c'est 10 fois plus intéressant. Bon. Et ces connaissances ne sont pas répandues, elles sont gardées dans des écoles un peu secrètes, où maintenant elles commencent à être divulguées, mais à l'époque, il n'y avait que les élites qui avaient accès. Parce qu'automatiquement, quand vous avez ces connaissances-là, vous avez du pouvoir. Hein? Et elles ont été, en 1970, révélées par Inchasso et Claudio Naranjo, qui étaient de grands psychologues sud-américains.
et ils l'ont sorti de leur côté caché, et ils ont travaillé dessus, ils l'ont développé, ils l'ont déployé pour l'affiner en fait. Et aujourd'hui, c'est une précision assez remarquable. On continue à y travailler dessus. Certaines personnes y font des ajouts. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect spirituel de l'énagramme, c'est-à-dire d'où venaient pourquoi on est avec tel conditionnement plutôt que d'autres, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça se passe comme ça en fait. Et donc ça donne beaucoup d'explications. Et je travaille beaucoup aussi avec les 4 éléments. Les 4 éléments, vous le savez, sont le fondement de tout ce qui existe. Il y en a 5 en fait, mais le 5e je ne parlerai pas. Mais les 4 premiers éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, forment absolument tout. Et nous, on est formés de ça. Et chaque élément a des tempéraments. Je ne sais pas si vous le savez, c'est très intéressant de voir les tempéraments. Et donc chaque typologie que vous allez voir est un pourcentage particulier de chaque élément. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et ça donne beaucoup d'informations sur les personnes. Vous savez comment les aider davantage, parce que imaginez que vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'éléments hauts, eh bien vous aurez une capacité émotionnelle beaucoup plus forte que les autres. Donc vous aurez beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de capacité à capter les émotions, comme c'est mon cas. Ça sera facile pour vous. Alors pour quelqu'un qui a peu d'eau, il est incapable de le faire, parce que son eau n'est pas très développé. Pareil, si vous avez beaucoup de feu en vous, vous allez être quelqu'un d'hyperactif, assez intuitif, mais très actif, et les autres ne pourront pas vous suivre. D'accord? Donc c'est intéressant de savoir quel est notre pourcentage d'éléments à l'intérieur de nous, ça nous donne déjà pas mal d'informations. Ça, c'est pareil quand vous parlez à quelqu'un. Si vous avez remarqué des fois, vous êtes dans votre élément feu, c'est-à-dire que vous avez envie d'agir, vous avez envie de faire des choses, de partir faire du sport, et tout d'un coup, quelqu'un arrive et il est dans son élément air. Il a envie de discuter avec vous. Et alors vous ne savez pas quoi faire, vous dites, il faut qu'il soit, je vais commencer à discuter avec lui. Mais au bout d'un moment, vous l'envoyez parce qu'en fait, c'est pas ce que vous voulez faire en fait. C'est pas votre truc, l'air c'est plus tard chez vous. Et donc, à un moment donné, il dit, excuse-moi, je veux bien discuter avec toi, mais plus tard, hop, et je vais courir. Et par exemple, quand vous êtes alimentaire, vous avez envie de dormir, après le repas, vous avez envie de dormir souvent, vous êtes élémentaire. D'accord? Si quelqu'un vient vous mettre du feu, vous allez l'envoyer balader. Et souvent dans la journée, on change d'éléments comme ça aussi. Et les autres ne se rendent pas compte qu'en fait, des fois, ils sont sur des éléments différents. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malentendus, de problèmes. Il faut juste se mettre sur le même élément. En thérapie, par exemple, si vous avez un enfant qui tombe et qui pleure, il est sur l'élément haut, ça ne sert à rien de lui dire « mais c'est pas grave, ça va passer ». Qui c'est qui dit ça en fait? C'est la rationalisation, c'est l'élément R qui parle. Vous lui dire « lève-toi, ne pleure pas, il ne faut pas pleurer ». Ça c'est le feu qui parle. Okay. Donc l'enfant va faire ce qu'on vous dit, mais il ne va pas comprendre, et ça va créer un petit problème.